Vous êtes sur TV5 Monde, bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes, c'est l'heure de 64 débats. Espace saturé, espace encombré, se dirige-t-on vers une catastrophe orbitale? La question est très sérieuse. SpaceX annonce en tout cas qu'elle va baisser en urgence plus de 4000 de ses satellites, mais dans le même temps, une autre entreprise américaine veut placer des satellites miroirs en orbite terrestre pour vendre quoi? Un éclairage en pleine nuit, du soleil à la demande. Avec nous pour en parler, Xavier Pasco, bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes chercheur spécialiste de la politique spatiale américaine. Vous dirigez la Fondation pour la recherche stratégique. Paul Vorer, bonsoir et bienvenue également. Vous êtes responsable du programme Espace de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Et en direct du Canada, l'astrophysicienne Nathalie Ouellet. Bonsoir, merci d'être avec nous et bonjour, puisqu'il est un peu plus de midi chez vous à Montréal. Vous êtes directrice adjointe de l'Institut de recherche à l'Université de Montréal, spécialiste aussi, et ça va sans doute nous aider, de la communication scientifique. Paul Vorer, on commence avec vous. J'aimerais vous montrer un message que vous avez sans doute vu, évidemment, le 2 janvier, sur le réseau social X. Michael Nichols, le vice-président de l'ingénierie chez Starlink. Starlink, c'est le fournisseur d'accès Internet par satellite de la société SpaceX, du milliardaire Elon Musk. Il a dit quoi? Eh bien, il a dit que Starlink s'entamait une importante reconfiguration de sa constellation de satellites pour améliorer la sécurité spatiale. Alors l'idée, ça va être d'abaisser tous les satellites Starlink situés à environ 550 km jusqu'à 480 km au-dessus de nos têtes. Ça concerne tout de même 4400 appareils pour l'année 2026. Alors pourquoi cette décision? Y a-t-il un réel risque de catastrophe? La manière dont la décision a été justifiée, c'est pour correspondre en fait à ce qui s'appelle le minimum de l'activité solaire. C'est-à-dire qu'il y a un cycle de 11 ans, le Soleil est plus ou moins actif et tous les 11 ans, il y a une sorte de courbe comme ça. Là, on arrive au minimum de la courbe. Et donc, ce que ça fait, c'est que l'atmosphère se densifie un petit peu et que elle devient moins importante à certaines altitudes. Donc, ça peut avoir du sens d'abaisser l'altitude de ces satellites pour garantir une certaine forme de sécurité. Il y a plusieurs autres justifications, notamment le fait qu'à cette altitude-là, il y a moins de débris spatiaux puisque l'atmosphère a tendance à ralentir les débris et donc c'est une altitude plus sûre. Et puis ce qui est un petit peu moins dit, c'est aussi qu'à ce type d'altitude, les faisceaux des satellites sont plus concentrés et ça permet par satellite de desservir plus de monde. Alors, donc il y a plusieurs raisons. On va décliner les risques, plusieurs raisons. Juste question pratique, il y a combien de satellites très là-haut et combien mesure un satellite? C'est quoi? Les détails sont pas liés, en gros. Il y a aujourd'hui à peu près 13 500 satellites actifs. Alors sur différentes orbites de différentes tailles. Ça va de quelques kilos à plusieurs tonnes. Mais les satellites dont on parle, là, c'est plutôt de plusieurs centaines de kilos, on va dire. Et eux, ils se situent, comme disait Paul, en orbite basse, c'est-à-dire, et vous l'avez dit... Mais ça, ils ne le découvrent pas, Starlink. C'est quoi? C'est un coup de com'? C'est un... Alors, c'est tout à la fois, effectivement. Ces acteurs-là ont toujours intérêt, dans toute leur communication, à montrer qu'ils sont vertueux. Ouais. Donc, toute communication qui montre que vous prenez ça au sérieux, coupe l'herbe sous le pied un peu de vos détracteurs qui diraient « Ah oui, c'est des entreprises privées, elles veulent faire de l'argent, mais elles se préoccupent peu de sécurité. » Là, ils veulent montrer qu'ils se préoccupent de ça. Ouais. C'est lié à ça. C'est lié aussi à du business. Hein. Ils veulent descendre les altitudes pour avoir des satellites plus performants. Et parce que les constellations dont on parle, ces ensembles-là, il y en aura à cette altitude-là, il y en aura à d'autres altitudes, tout ça se complète. Donc, c'est tout un ensemble. Nathalie Ouellet, ça ressemble à un aveu déguisé en prouesse technique, alors c'est ça, de Michael Nichols? Oui, d'après moi, donc il y a eu beaucoup de critiques face à ces compagnies et les orbites maintenant autour de la Terre sont très encombrées. C'est sûr que l'orbite qu'ils proposent est moins encombrée, mais reste que leur activité d'envoyer des douzaines de satellites à la fois vont continuer. La majorité des satellites autour de la Terre maintenant sont Starlink et ils n'ont pas l'intention d'arrêter ces activités. Donc, ils vont simplement créer un autre encombrement à une autre altitude. Donc, c'est caché un peu, je trouve que ça répond pas vraiment aux problématiques qu'on soulève de vraiment les orbites autour de la Terre. Il y a trop de choses et ça va causer des collisions. Déjà, en ce moment, à toutes les 2 minutes, on doit faire une manœuvre pour éviter une collision et ça va s'aller en s'empirant. Alors justement, il y a quelques jours, allez, on va dire fin décembre, des satellites ont été à 2 doigts de la collusion. On parle d'un satellite chinois notamment et de l'un de Starlink. Qu'est-ce qui se passerait? C'est quoi la conséquence? Quels sont les risques? La conséquence, elle pourrait être effroyable en fonction de l'altitude, mais elle est généralement assez effroyable. C'est-à-dire que quand 2 satellites rentrent en collision, comme c'est arrivé en 2009, c'est le seul
Le seul cas qu'on connaît, qui est vraiment reconnu et qui a fait d'énormes dégâts. On a des centaines, voire des milliers de débris qui sont créés, et en fonction de l'altitude à laquelle ça se déroule, ces débris peuvent rester... C'était quoi les dégâts en 2009 ? En 2009, c'était des milliers de débris qui ont été créés et qui ont encombré pendant des années des altitudes qui étaient par ailleurs assez fréquentées, puisqu'il s'agissait d'orbites polaires nord-sud qui étaient extrêmement fréquentées par les satellites. Et il y a eu d'autres cas de collision, là pour le coup intentionnels, qu'on appelle des tests antisatellites, qui ont eu lieu ces dernières années, dont un des pires en termes de dégâts environnementaux était le test antisatellite chinois conduit en 2007 à une altitude extrêmement élevée, aux alentours de 800 km, et qui là a créé des débris qui sont encore là pour longtemps aujourd'hui. Le risque ultime, on va dire, c'est ce qu'on appelle l'effet Kessler, c'est-à-dire des réactions en chaîne de collision qui deviennent difficiles à arrêter et qui pourraient potentiellement, selon la théorie, puisqu'on n'a pas encore vu ça réellement arriver, interdire l'usage de certaines orbites pour les activités humaines. Donc il y a un véritable problème environnemental. Alors aujourd'hui, et c'est sans précédent, il y a l'équipage de l'ISS, la Station Spatiale Internationale, c'est du jamais vu depuis 25 ans, il doit redescendre sur Terre parce que l'un est malade. Est-ce que ça pourrait perturber, par exemple, des missions scientifiques ou spatiales ? Ah oui, typiquement, enfin, le fameux test chinois de 2007, par exemple, donc c'est un test qui a été consécutif, enfin qui a produit une collision entre un missile et un satellite chinois. Ça a produit près de 4000 débris. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un débris de 1 cm, aux vitesses orbitales, c'est un projectile qui va bien plus vite qu'une balle de fusil et qui peut traverser un satellite et même exploser un satellite. Donc les tout petits débris sont dangereux. Et là, pour le coup, la station spatiale est obligée de plus en plus de faire des manœuvres d'évitement. Donc le défi, c'est de repérer le fait qu'il pourrait y avoir une collision avec un tout petit débris qu'on a du mal à voir. Et quand on le voit, on bouge la station spatiale. C'est possible. Donc oui, il y a des risques. Il y a déjà des tout à fait. Ouais. Et en particulier, quand les débris partent dans tous les sens, eh bien, ça va à toutes les altitudes. Ouais. Nathalie Ouellette, c'est vrai que pour le commun des mortels, l'espace, il est gigantesque, paraît-il, rempli de vide. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça. Ça ressemble vraiment en ce moment, là-haut, on va dire, autour de notre planète, à quelques centaines de kilomètres au-dessus de nos têtes. C'est quoi ? C'est le périphérique aux heures de pointe ? C'est quoi ? C'est les embouteillages que vous avez, vous aussi, sans doute, à Montréal ? Oui, en effet, nous aussi, on a nos embouteillages. Oui, c'est vrai, l'espace est vaste, mais on doit souligner que certaines altitudes sont particulièrement encombrées et prisées, les orbites polaires, entre autres, proches de la Terre. Mais c'est que les satellites s'installent à une vitesse fulgurante. Avant les opérations de SpaceX et de leur constellation Starlink, on était à peut-être 5-6 000 satellites autour de la Terre en 2019. Et depuis ce moment, le nombre de satellites a presque triplé en seulement 5 ou 6 ans. Et si toutes les demandes, des requêtes de lancement de satellites seraient approuvées en ce moment, on parle plutôt d'un demi-million à 1 million de satellites qui pourraient se retrouver en orbite autour de la Terre dans les prochaines années. Donc vraiment, c'est la vitesse à laquelle ça l'augmente qui cause problème. La vitesse, effectivement. Xavier Pascaud, on a évoqué les risques. Tiens, d'ailleurs, on a parlé des vols habités, sur les avions. Les avions de ligne. Il peut y avoir des risques liés à la rentrée de débris, parce que plus il va y avoir de matériel en l'air, plus ce matériel va devoir redescendre. Alors pour l'essentiel, aujourd'hui, les satellites, ça c'est quelque chose qui existe naturellement, se détruisent dans l'atmosphère, sont brûlés. Mais de plus en plus de matériel et une probabilité non nulle que des morceaux arrivent jusqu'à Terre, ce qui arrive déjà d'ailleurs. Et là, effectivement, on commence à penser au risque pour les avions, et on a ce problème de réentrée qui aujourd'hui commence à être un problème qu'on se pose. Alors que faire d'ailleurs ? Alors est-ce que c'est efficace ou pas ce qu'annonce, je ne sais pas si on l'a vraiment clairement dit, mais est-ce que cette manœuvre de repositionnement des satellites là, de Starlink, c'est une réponse adaptée ? Bon, Nathalie Ouellette mettait quelques bémols. Qu'en est-il et que faut-il faire au fond alors ? Est-ce qu'il faut arrêter de toute façon, il faut calmer un peu le rythme des envois ? Ou est-ce qu'on peut encore agir ? C'est de très bonnes questions, tout ce que vous posez. Aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas la réponse au niveau international. L'idée, ce serait de faire une gouvernance, en fait, de gouverner un petit peu mieux ces activités spatiales au niveau... Oui, c'est un petit peu le Far West. Il y a très peu de règles, finalement. Alors, ça se passe dans une coordination au niveau international qui se passe au niveau multilatéral, mais fondamentalement, il n'y a pas de règles ni de police du ciel comme il peut y avoir dans le domaine de l'aviation internationale, par exemple. On n'a pas d'organisation de l'aviation civile internationale pour l'espace. Donc, ce qui
Il faudrait un code de la route, un problème de l'espace. gouvernance. Il y en a d'autres qui défendent une approche beaucoup plus technologique, si vous voulez, l'idée d'enlever des débris, l'idée de faire descendre justement ces satellites et de les mettre au rebut, si vous voulez, au bout du compte. Je pense que la solution passera probablement par un mix de ces différentes solutions, mais aujourd'hui, on n'a pas réellement de réponse à la question de comment faire demain, comme disait Madame, s'il y a 1 million de satellites dans l'espace, quelles seront les conséquences? En fait, il y a encore énormément d'incertitudes sur la manière dont on va fonctionner. Et surtout que ça touche aussi plusieurs disciplines. Je vous propose de voir une image d'Emmanuel Macron à Istres, dans le sud de la France, lors de ses vœux aux armées. Il annonce que la France va organiser dans quelques mois un sommet sur le spatial qui aura une composante, dit-il, militaire et permettra de consacrer ses efforts. Est-ce que vous pensez qu'il y a une prise de conscience sur la nécessité d'adopter un code, une gouvernance mondiale sur ce sujet? Là, bon, pour le coup, on parle plutôt d'une composante militaire. Oui, là, c'est un peu différent. Mais le sujet de la coexistence dans l'espace, il se pose, mais déjà depuis de nombreuses années. Le vrai problème, c'est qu'au niveau international, les débats sont un peu bloqués parce que les intérêts nationaux se confrontent. Il y a des intérêts économiques, il y a des intérêts militaires. Certains sont pour un code de bonne conduite, d'autres voudraient un traité un peu plus légalement contraignant. Et ça, pour l'instant, globalement, depuis aujourd'hui, à peu près un peu moins d'une vingtaine d'années, les discussions avancent très difficilement. Ça, c'est un problème parce que, comme il a été dit, ce qu'il faut voir, c'est que le rythme de population d'accroissement de cette population spatiale s'est accéléré. Et le temps qu'on perd dans les discussions internationales qui n'avancent pas, eh bien, ça se paye cash au niveau spatial. Mais il y a comme une hégémonie américaine, vous êtes spécialiste. Alors, parce que Starlink 4400, vous avez dit 13 000, ça fait déjà un tiers. Non, mais ça va au-delà de ça. Aujourd'hui, on a 13 500 satellites à peu près actifs en orbite, 9 400 appartiennent à Elon Musk. Donc c'est beaucoup plus qu'un tiers. C'est plus l'hégémonie des États-Unis, c'est d'Elon Musk. Voilà. Et on commence à se dire qu'on est dans une forme de confiscation d'orbite. Et on voit les enjeux. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure de l'Iran. Quand Internet est coupé, par exemple, ou autre, on voit effectivement qu'il y a beaucoup de disciplines qui sont touchées. Alors, pour autant, Nathalie Ouellette, on sait combien les Canadiens sont attachés à la nuit noire, aux aurores boréales notamment. Eh bien, il y a une entreprise américaine, dites-nous tout, qui veut quoi ? Qui veut vendre du soleil à la demande des satellites. Racontez-nous, satellites miroirs, c'est ça ? Oui, donc la proposition, c'est des satellites gigantesques miroirs de plus de 300 mètres carrés de superficie qui réfléchiraient la lumière du soleil sur un emplacement spécifique sur la Terre à la demande, ils disent. Mais on a fait les calculs et en fait, la réflexion de la lumière du soleil ne serait pas suffisante pour alimenter les fermes solaires. Et c'est ça le but premier qu'ils essaient de vendre avec cette technologie. Mais ça fonctionnerait même pas de manière physique. La lumière réfléchie serait très perturbante pour les astronomes, pour les humains, pour le cycle nuit-jour des animaux, des plantes et tout, mais ne serait pas suffisant pour les fermes solaires. Donc, c'est seulement des négatifs que je vois et aucun positif. Mais vous, ça vous choque? Ça choque la communauté scientifique, notamment les astrophysiciennes et astrophysiciens là-bas? Chez vous? Oui, entre autres pour l'astronomie, ça serait catastrophique parce que nous, en astronomie, on observe des objets très loin, très peu brillants et même la pleine lune peut nous causer problème en termes de pollution lumineuse dans le ciel. Et un faisceau lumineux réfléchi par un de ces miroirs satellites serait l'équivalent de au moins 4 fois la pleine lune. Donc, on perdrait presque tous nos objets célestes à observer sans pour autant parler de tous les effets néfastes que ça aurait sur la santé humaine et animale. Alors, une réaction à tous les deux, conséquence évidemment sur la biodiversité, les animaux, la flore, les plantes. Est-ce que le gouvernement canadien peut empêcher ça, par exemple? Tiens, à tous les deux, j'aurais pu le demander à Nathalie Ouellette, mais votre avis sur le sujet, est-ce qu'on peut empêcher ça? C'est une bonne question. Est-ce qu'on peut empêcher? Ça dépend. Alors Nathalie Ouellette, pardon, j'aurais dû vous la demander. Le gouvernement peut l'empêcher ou pas? En fait, donc, la demande a été faite par la compagnie californienne à la FCC, la Fédération américaine qui contrôle les lancements et récemment, la FCC a spécifiquement mentionné qu'elle voulait rendre son processus beaucoup plus rapide et moins lourd pour les compagnies. Donc, en ce moment, ils sont en consultation et tout semble indiquer que leur premier lancement en avril va être approuvé avec un satellite miroir
test. Donc maintenant, on a une toute petite fenêtre pour que les gouvernements internationaux mettent pression sur la FCC pour souligner tous les effets négatifs de cette entreprise. Et messieurs, ici en plateau, 1 minute chacun pour réagir. Il nous reste 2 minutes. Donc sur ce projet. Oui, tout à fait. Mais en fait, les projets qu'on appelle de méga ingénierie spatiale, finalement, ça fait partie de cette idée-là. C'est une idée qui est assez ancienne. D'ailleurs, il y avait déjà eu des tests, je me souviens, sur un Soyouz qui avait déployé comme ça un miroir. Mais en réalité, ces projets, c'est la viabilité économique qui pose problème généralement. On a parlé aussi de fermes solaires en orbite. On parle plus récemment, d'ailleurs, ça c'est venu dans l'actualité, de centres de données, de data centers en orbite. Tous ces projets font généralement face à des gros problèmes économiques avant de faire face à des problèmes politiques et qui pourraient les empêcher d'arriver jusqu'au bout de réussir simplement économiquement. Après, si ça devient économiquement intéressant, comme le cas de Starlink, ça change la donne. La nuit noire ou la nuit claire. Je dirais que ça reflète aussi l'administration américaine qu'on a aujourd'hui, qui effectivement veut faciliter au maximum et limiter au maximum la réglementation. Ça a été dit pour la FCC, effectivement. Ils veulent aller plus vite, ils veulent donner des avantages aux entreprises américaines. Donc tout projet proposé par une entreprise américaine aura le soutien de son gouvernement. Parce qu'effectivement, ils misent sur des bénéfices économiques qui sont parfois et bien souvent assez illusoires. Mais il y a une démarche idéologique derrière tout ça quand même. On voit bien que tout ça reflète aussi l'état du monde tel qu'on le connaît aujourd'hui. Bon, rassurez-nous, la catastrophe, elle n'est pas elle est pour jamais ou il y a des... Aujourd'hui, en tout cas, rien n'empêche de le faire. Merci. Au niveau international. Eh bien, merci beaucoup Xavier Pasco, merci Paul Vorer et merci beaucoup Nathalie Ouellet d'avoir été avec nous en direct sur TV5 Monde. On aura l'occasion de revenir sur ce sujet brûlant d'actualité, l'espace qui attise effectivement toujours les convoitises.